Salut YouTube, bienvenue dans la suite de nos aventures du React pédagogique. Aujourd'hui, l'Empire n'a jamais pris fin, épisode 6. On va parler de la guerre de 100 ans, qu'il considère comme Game of Thrones, mais pour de vrai, avec la rivalité, l'opposition entre les Bourguignons et les Armagnacs. Ça promet d'être intéressant, ça promet d'être passionnant, ça promet d'avoir plein d'informations historiques pour apprendre des tas de choses. Voilà. J'en profite avant de lancer le format YouTube, que tu peux toujours matraquer de pouces bleus comme tu le fais à ton habitude, cette vidéo pour la faire gagner en popularité. Bien sûr de t'abonner et de continuer à faire croître les chiffres de la chaîne. Je vous remercie, grâce à l'épisode précédent, j'ai doublé mon nombre d'abonnés, c'est grâce à vous, donc je vous invite à continuer sur cette lancée-là, à continuer de vous abonner et à mettre la cloche pour continuer à voir les suites du React pédagogique, parce qu'il va continuer. Une fois qu'on aura terminé, l'Empire n'a jamais pris fin, on aura d'autres occasions de s'abonner, de faire du React pédagogique sur d'autres formats. On a plein d'idées qu'on voit à chaque fois en pré-live, donc n'hésite pas à t'abonner parce que le fun ne fait que commencer. Et justement, en parlant de fun, on va tout de suite ouvrir les hostilités. Pacôme, à toi la parole dès que j'ai coupé la musique. Hop, voilà. Allez, c'est parti. L'histoire ressemble à un de ces parcs d'attractions à l'abandon qu'on découvre au détour d'un coin de campagne perdu. Tiens, c'est marrant, on n'a pas la même intro que d'habitude. D'habitude, il dit le roman nationalement, et je sais plus c'est quoi la suite, mais bref, ça commence toujours comme ça. Déjà, ça commence autrement. C'est curieux. Donc, un parc d'attractions à l'abandon. Ok. La grille n'a pas été suffisamment bien fermée, on entre en forçant un peu, et on se promène entre les baraques foraines dévastées et des jeux qui naguère furent populaires, mais qui ont cessé de fonctionner. D'un côté, on voit des statues de grands hommes, conquérants, empereurs, héros. Et Des courage, statues très qui étaient assis, on animées qui ne le sont t'encourage. plus, des automates rouillés. De l'autre, on a des jeux d'obstacles où les populations en détresse étaient emportées malgré elles dans des circuits qui partaient à pleine vitesse dans des pièges. Guerre, famine, épidémie. Pièges qui devaient être évités à la dernière seconde, mais ne le furent pas toujours. Autant d'apocalypses qui furent vécus à chaque fois localement et ponctuellement, autant d'innocents sacrifiés pour qu'une société pourrie se perpétue. Et soudain, comme dans un récit fantastique ou un film d'horreur, les jeux se remettent en marche tout seuls, les grands hommes s'animent comme des zombies, les véhicules repartent à pleine vitesse dans leur circuit. L'Empire n'a jamais pris fin. Ah, voilà. Notre patriotisme vient tout droit des Romains, écrit Simone Veil. C'est une coutume héritée des Romains. Les égards envers autrui, l'aveu des torts propres, la modestie, la limitation volontaire des désirs deviennent dans ce domaine des crimes, des sacrilèges. Simone Veil écrit ces lignes à Londres entre janvier et avril 1943, alors qu'elle a rejoint la France libre. Ah. Dans un moment aussi grave que celui-ci, ce que Simone Veil tente d'élaborer, c'est un patriotisme subordonné à la justice. What? C'est-à-dire concevoir la réalité correspondant au nom de France de telle manière que, telle qu'elle est, dans sa vérité, elle puisse être aimée avec toute l'âme. D'accord, ok. Ça va pas être simple. Pour commencer, une chose qui est aux yeux de Simone Veil assez rédhibitoire, c'est que les Français ne peuvent pas aimer ceux qui les dirigent. Ils s'en méfient, à juste titre. De quand Simone Veil date-t-elle le désamour profond des Français pour leurs dirigeants? Curieusement, de la fin du XIVe siècle, Ah bon? lorsque les émeutes de la faim furent violemment réprimées par le roi Charles VI enfant, accompagné de ses oncles, Parce que qui moi, se partageaient les impôts comme des voyous, se divisent un butin. Parce que moi, j'allais dire, finalement, ça peut remonter à bien avant. On a vu justement dans le React, c'était lequel? Clovis Charlemagne, les rois de l'arnaque, que justement, il y avait tous les motifs d'être en opposition avec les souverains francs qui dirigeaient les royaumes francs en constitution, puisque de fait, ils sont des colons. Enfin, du moins, c'est les arguments et c'est la thèse qu'a défendu Pacôme. Donc, j'ai envie de dire, on peut remonter finalement au 2e, 3e, 4e siècle de notre ère, finalement. Pourquoi se limiter uniquement au 14e siècle? En plus, j'ai envie de dire, c'est un peu un sport national, finalement, de détester nos dirigeants, surtout dans cette période, qui est que peu importe le dirigeant qu'on est, qu'on l'élit, qu'on l'hérite ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire, c'est un peu un sport national à la française que de constamment le détester. Il y aura toujours une majorité contre lui. Hein, voilà.
Du moins, c'est un peu comme ça, moi, que j'ai l'impression de voir les choses. Mais tout ça, c'est du ressenti, ce n'est pas du factuel. Donc, on enchaîne. Mais gardez ça quand même en tête, ça pourrait être intéressant. La haine de l'État, écrit Simone Veil, qui existe d'une manière latente, sourde, Coucou très Kimi. profonde en France depuis Charles VI, empêche que des paroles émanant directement d'un gouvernement puissent être accueillies par chaque Français comme la voix d'un ami. Attends, quoi? Comme la voix d'un ami. Eh ben, c'est encore plus valable aujourd'hui, j'ai l'impression. Encore une fois, c'est un ressenti. Mais j'ai l'impression. Charles VI enfant, aidé de ses oncles, par l'usage de la corruption et d'une atroce cruauté, a brutalement contraint le peuple de France à accepter un impôt absolument arbitraire, renouvelable à volonté, qui affamait littéralement les pauvres et était gaspillé par les seigneurs. Le peuple français, courbé brutalement et d'un coup, n'eut plus ensuite, jusqu'au XVIIIe siècle, que des secousses d'indépendance. Mais en même temps, s'installa au plus profond du cœur de ce peuple Courage à toi, haine Kimi. refoulée et d'autant plus amère à l'égard du roi, haine dont la tradition ne s'éteignit jamais. Ah bah voilà, ah donc finalement, j'ai pré-shot ce qu'allait écrire Simone Veil. Comme quoi, effectivement, à partir de ce moment-là, mais moi je serais partisan de remonter bien avant, du coup, eh bien, de considérer que peu importe notre dirigeant qu'on a, c'est un sport national que de le détester. Voilà. Qu'au moins, que on peut considérer que voilà, il a fait des choses et tout, mais qu'au premier pet de travers, c'est la fin du monde, on lui tombe dessus, c'est la fin des haricots, destitution, explosion, censure et compagnie, voilà. Et je le répète, qu'il soit élu, nommé, hérité, bref, corrompu, tout ce qu'on peut dire, voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est vraiment un sport national de détester son souverain français. J'ai Ce n'est pas l'impression ce qu'il que vient de me retiendra répondre. l'histoire, pas souvent. Ce qu'elle retiendra le plus souvent de cette séquence, qui se situe au milieu de la guerre de Cent Ans, c'est la crise de folie de ce roi, Charles VI, entraînant l'opposition de deux factions, Armagnac et Bourguignon. Ce qu'elle retiendra, c'est une guerre civile, l'une des plus formidables crises du pouvoir que la monarchie française ait eu à subir avant 1789, écrit à son sujet l'historien Bertrand Schnerb. C'est pour ça que moi sur Twitch, je l'ai appelé la période la plus trouble de l'histoire de France. Parce que vous allez voir, les 114 ans qu'on va faire, je ne sais pas si on va faire toute la guerre de 100 ans. Bah, remarquez, 114 ans de guerre de 100 ans, 1h14, tout est lié, tout était prévu. Donc voilà, vous allez voir que bah, je vais laisser un autre l'expliquer, mais C'est un bordel. voilà. Une maudite guerre qui durera 30 ans et aboutira à l'occupation anglaise. En se débarrassant, entre le XIIIe et le XIVe siècle, des 100 rois de leur temps, ceux qu'ils ont appelés Cathares, le royaume de France et l'église de Rome, n'ont pas étendu leur domination et assuré leur stabilité. C'est ce qu'ils ont cru faire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont provoqué un déséquilibre qui allait les atteindre par la tête en moins d'un siècle. L'Église s'est retrouvée divisée, non à la base, mais au sommet, avec 2, Oui, puis 3 papes. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment, on va se retrouver avec 2, voire même 3 papes pour représenter la chrétienté. C'est vous dire à quel point c'est un bordel. C'est-à-dire qu'on va avoir un royaume de France à 2 couronnes et on va avoir une chrétienté à 2 papautés, voire 3. Donc, accrochez-vous parce que quand je vais parler de souverain, on va pas savoir vraiment de qui on va parler. Mais pour l'instant, je laisse le soin à l'introduction de se faire parce que j'imagine faut y rentrer doucement dans la guerre de 100 ans. C'est comme quand l'eau est froide, faut y rentrer doucement parce que sinon c'est le choc thermique. Bah, la guerre de 100 ans, c'est pareil. Et le royaume de France s'est retrouvé sans roi. Mais alors, littéralement, Oui aussi. avec un roi incapable de gouverner, mais qui semblait ne jamais vouloir mourir, et 2 factions en guerre l'une contre l'autre, mettant le pays à feu et à sang. L'anarchie, quand elle vient d'en bas, Kimi. c'est l'utopie d'une organisation sociale qui réduit au maximum la hiérarchie entre les êtres et les écarts de classe. C'est l'ordre moins le pouvoir, la victoire des 100 rois. Mais Donc l'anarchie, j'imagine qu'il va dire que l'anarchie venant d'en haut, c'est le pouvoir moins l'ordre. Que c'est la tyrannie.
La migraine me défonce, mais jamais j'arrête les blagues. Bah, justement, c'est quand même un signe que ça va encore, quoi. Le jour où Kimi arrêtera de faire des blagues, c'est que vraiment, c'est la fin du monde, quoi. L'apocalypse selon c'est saint qui parle de l'apocalypse? Saint Thomas? Je sais pas. Je suis une bille, hein, là-dedans. Je vous ai dit, moi, l'histoire religieuse, voilà, Qui vient d'en haut. C'est le pouvoir moins l'ordre. C'est la guerre. prévisible. L'histoire ressemble à un de ces parcs Saint Jean. d'attractions à l'abandon qu'on découvre au détour d'un coin de campagne perdu. On se promène entre des baraques foraines dévastées Oh, c'est et des jeux joli! qui naguère furent populaires, mais qui ont cessé de fonctionner. D'un côté, on voit des statues de grands hommes, conquérants, empereurs, héros. De l'autre, on a des jeux d'obstacles où les populations en détresse étaient emportées malgré elles dans des circuits qui partaient à pleine vitesse dans des Jamais vu pièges Squid Game. qui devaient être évités à la dernière seconde. Mais parfois, au cours du récit, on tombe sur une anomalie. Un jeu dont on se demande comment il était supposé fonctionner. Un truc bizarre et fascinant, avec une statue de roi fou et une piste circulaire où les visiteurs se divisent et se battent contre eux-mêmes. Une attraction où tout le monde est certain de perdre. Et même ce jeu est susceptible de se remettre en marche. Même lui peut repartir à pleine Ah, vitesse ça vend du rêve, si on ne hein. fait pas attention. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin. Je m'appelle Paco Mtielman, je ne suis pas historien, je suis exégète. Oula! Pas historien, exégète. Dans ce programme pour Blast, je ne fais pas de l'histoire. Je fais l'exégèse de notre histoire sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Vous vous souvenez du React précédent où je disais, on sent qu'il y a eu pas mal de retours négatifs dans les commentaires qui fait qu'il a dû mettre un peu d'eau dans le vin. J'imagine pas à quel point dans l'épisode qu'on a vu précédemment, c'était lequel déjà? J'ai encore oublié, moi, je m'en sors plus. Sur les Qatars, j'imagine qu'il a encore dû bouffer dans la tronche bien comme il faut, d'où le disclaimer, voilà, comme quoi il est exégète et pas historien. Bon, il n'empêche que nous, on va quand même... Oui, c'est ça, il s'est fait tapoter les doigts, le monsieur barbu, ouais. Nous, on va quand même remettre un semblant d'histoire dans tout ce qu'on va voir. Moi, personnellement, j'ai trouvé que dans le React précédent, après l'avoir regardé, hein, mais que grosso modo, sur ce que j'avais, d'une part de ce que j'avais entendu de Pacom, mais aussi de ce que j'avais complété, finalement, on avait un tableau assez global de l'histoire de la purge de l'hérésie cathare. Voilà. Alors, purge, hérésie et cathare pourraient employer les mots de ceux qui ont purgé, hein, voilà. Euh, mais moi, je trouvais qu'on avait un portrait assez correct. J'ai pas regardé les commentaires. Il faudrait peut-être qu'on se fasse une tournée de commentaires à la fin de chaque React pédagogique pour voir un petit peu ce qu'en ont pensé les gens. Ça pourrait être intéressant, ça. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'historien pour faire de l'histoire. Sinon, c'est un argument d'autorité. Et donc, on se cache derrière une forêt de scientifiques qui, des fois, n'ont de titre, enfin, n'ont de pratique que le titre et aucunement les compétences derrière, hein. C'est pour ça que moi, bien souvent, je répète que même si j'ai un diplôme d'historien, une maîtrise en histoire et 6 années d'études d'histoire à mon actif, eh bien, je peux commettre des impairs, je peux dire des erreurs, je peux être flou sur certains aspects. Voilà, d'autant plus que ça fait un moment que j'ai quitté les bancs de la fac. Mais c'est pas grave, parce qu'on apprend tous ensemble. Et l'important, c'est de se respecter et d'apporter des commentaires de façon constructive pour qu'on puisse tous en sortir grandis individuellement en respectant les convictions des autres. Encore une fois, je vous inviterai à faire preuve de cette pédagogie et de ce respect des uns et des autres dans les commentaires pour qu'on puisse tous en sortir grandis. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par faire l'exégèse? Je ne suis pas historien. Je ne fais donc pas de l'histoire au sens scientifique. Une exégèse, c'est une interprétation. Justement, le Croque-Thune, ça peut être intéressant de voir ça, justement à quel point les gens, parce qu'ils ont des opinions politiques, ils vont se sentir retranchés dans leurs convictions avec tout ce que ça implique de biais de confirmation derrière. À quel point les gens soit vont soutenir aveuglément ce qu'ils ont vu, entendu, parce que pour eux, c'est la vérité à défendre coûte que coûte, ou qu'à l'inverse, les gens vont défoncer ce qui a été dit parce que ça va à l'encontre de ce que eux pensent et de ce qu'ils défendent politiquement, et que donc, d'un bout à l'autre, c'est de la merde. J'ai envie de voir les commentaires parce que, encore une fois, et c'est le but de ce React pédagogique, c'est de remettre les faits au milieu, de sortir des passions et de revenir plus sur les faits pour avoir une version
encore une fois, je le dirai, hein, je le répéterai, non pas neutre, mais le moins subjectif possible. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant de voir à quel point les passions enflamment les gens et au milieu de ça, quelles raisons on peut apporter, à ça. C'est un terme qu'on emploie traditionnellement pour des textes sacrés. La Bible, le Coran, la Bhagavad Merci, Gita. Ce que je fais ici, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est l'exégèse de ce qui est sacré pour moi, c'est-à-dire tout. Twin Peaks, Shakespeare, les écrits gnostiques, les faits divers numériques, l'histoire de France. Sohravardi, le grand mystique persan du XIIe siècle, disait « Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour ton propre cas ». Je fais ici la même chose pour l'histoire de France. Je propose une interprétation, une hypothèse de lecture, et je la fais de façon narrative. Une exégèse est forcément subjective, même si j'essaye d'être ici le plus rigoureux possible. Ce qui m'importe, c'est avant de donner mon interprétation, d'être juste au niveau des faits. Et c'est très difficile pour des époques aussi éloignées. C'est pourquoi je suis toujours très content de recevoir des critiques sur ce programme. Et d'ailleurs, justement, pour compléter, et après je le laisserai terminer sa diatribe, que justement, le travail d'historien, tout au début du travail d'historien, avant de partir en conjecture, en hypothèse, en supposition, c'est avant tout de faire de l'exégèse. C'est de partir des sources, de partir des sources brutes qu'on a à disposition, des textes, des fragments archéologiques qu'on a. Et ensuite, d'en faire des suppositions, de le confronter avec la vision d'autres historiens. Mais on part avant tout, c'est la base stricto sensu de la discipline historique. C'est avant tout de l'exégèse sur laquelle se base ensuite un tissu d'interprétation qui est plus ou moins affiné, plus ou moins vérifié au fur et à mesure qu'on y accroche d'autres sources. Et c'est ça le but de l'histoire, c'est d'avoir un maximum de sources et d'avoir une interprétation qui restera forcément subjective. On est tous des historiens de notre temps et je ne cesserai jamais assez de le répéter. Donc on est forcément biaisé et ça peut être douloureux, mais l'important, c'est de vouloir défendre ce qu'on considère, d'une part, mais aussi de toujours considérer qu'on peut avoir tort, mettre de l'eau dans son vin et donc changer un petit peu ce qu'on considère. L'histoire telle qu'on l'a fait aujourd'hui, elle va certainement changer dans les siècles à venir si notre espèce ne s'éteint pas d'ici là. Mais c'est normal, c'est le but de l'histoire, c'est de s'évoluer, c'est d'évoluer, pardon, c'est d'évoluer, c'est de s'améliorer, c'est de corriger les erreurs qui ont été faites pour avoir le récit le plus factuel possible. Et de recevoir de l'aide pour ne pas me tromper sur les faits. D'ailleurs, Surprise, motherfucker! cet épisode a reçu l'aide d'un historien, Oh, Raphaël Carbone. je ne connais pas Raphaël Carbone. Que ce qui suit ne soit pas retenu contre lui. Alors, comme dirait l'autre, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. Exactement. Voilà. Et n'oubliez pas que voilà, ce que nous propose Pacôme, c'est quelque chose de subjectif, que c'est le fruit de ses interprétations à lui, qu'il a croisé donc notamment avec un historien, mais donc c'est une interprétation que vous avez le droit de penser différent. Et justement, si vous pensez différemment, faites votre propre histoire de France et confrontez-la à celle de Pacôme Thielman. Fait contre fait, raison contre raison, mais jamais passion contre passion. Parce que ça ne mène nulle part, sinon à la déchirure. L'Empire n'a jamais pris fin. Épisode 6, Anarchie dans le Royaume de France. Il était une fois la guerre civile. Ça va être un bordel. Accrochez-vous parce que ça va être un bordel. Bon, Charles VI naît le 3 décembre 1368 dans la résidence royale de l'Hôtel Saint-Paul à Paris. Son père, le roi Charles V, meurt quand il n'a que 12 ans. Et sa mère, la Ce reine menton. Jeanne de Bourbon, est alors déjà morte depuis 2 ans. Son histoire nous est connue par une poignée de chroniques contemporaines. Celle de Jean Froissart, par exemple, né vers 1337, mort après 1404. Celle dite du religieux de Saint-Denis, né vers 1349, mort en Oh, je 1421. m'en souviens, oui. Ou encore celle de Jean Juvénal des Ursins, né en 1388, mort en 1473. Le 4 novembre 1380, alors qu'il vient d'être sacré roi à Reims, le jeune Charles part chasser dans la forêt de Senlis. Il a alors une vision fabuleuse, rapportée dans la chronique du religieux de Saint-Denis,
je cite le religieux de Saint-Denis, « Au milieu d'une troupe de cerfs, il en aperçut un plus beau que les autres, et qui, chose étonnante à dire et à voir, portait au cou un collier de cuivre doré avec une inscription en caractères forts anciens, César, hoc, mihi, donavit. » What? Alors, je sais pas ce qu'il a fumé, mais j'en veux. Où est la cam? Parce que là, franchement, ça ressemble au rêve que je peux faire la nuit, mais sauf que moi, je rêve. Je suis pas éveillé en train de marcher, hein. Heu, Après, je trouve que c'est un peu une version soft de l'argument de: «Avant de critiquer un film, va faire un film et puis on en reparle». Oui, non, mais sauf que là, on est plus dans la discipline historique et que donc on peut avoir chacun son interprétation. Là, je demande pas de faire 2000 ans d'histoire. Je demande simplement que sur les épisodes en question, vous expliquiez en quoi vous pourriez penser précédemment. C'est des bribes de d'interprétation que je demande, Ah oui, d'accord. Bah, c'est une formule et une formule, ça s'interprète. Mais c'est pour être concis et précis et pour donner finalement une instruction, pour dire: «Bah, voilà, je ne fais pas d'histoire, j'essaye de faire une exégèse. Si vous ne l'aimez pas, ne faites pas de l'histoire, essayez de faire votre propre exégèse», voilà. Mais moi, je vais plus loin. Je propose aux gens d'essayer de donner leur version de l'histoire, parce que c'est comme ça qu'elle se fait. C'est en opposition, en opposant les visions de l'histoire. Ce que m'a donné César, j'ai l'impression de lire ça là en latin, mais mon latin est très rouillé, hein, forcément, je suis pas médiéviste. César m'a donné ceci. Ah, j'étais pas loin. César lui a bien donné quelque chose, oui. Mais quoi? Bah oui. Charles y voit un heureux présage de son glorieux avenir. Il faut se méfier des présages. C'est plutôt l'inverse qui va se passer. Ouais. Pour comprendre cette histoire, il faut retourner légèrement en arrière. Ah. Au moment même où ils achèvent ensemble l'extermination des Cathares, le roi de France, Philippe le Bel, décide d'imposer les biens de l'Église située dans son royaume. Il se fâche alors avec le pape. Imposer les biens de l'Église, c'est-à-dire littéralement comme si l'Église était une entreprise et que donc elle était soumise à l'impôt sur les sociétés. Je caricature, mais c'est l'idée. En gros, jusqu'à présent, l'Église n'avait pas de compte à rendre au royaume de France. Elle pouvait exercer son culte et était complètement séparée du pouvoir royal. Elle n'avait pas de compte à lui rendre, sinon que quand même les deux étaient liés, puisque le roi répandait pardon, la parole de l'Église chrétienne, et que l'Église chrétienne pratiquait ses offices sur le territoire du royaume. Mais il n'empêche qu'il n'y avait aucune relation tributaire entre les deux. Il y avait une notion d'égalité, en fait. On se respectait entre pouvoirs. Je crois que c'est un nom d'ailleurs. Il y a le pouvoir temporel et le pouvoir... Ah zut, je m'en souviens plus. Le pouvoir régulier, un truc comme ça. Régulier et non, ça c'est les clergés, mais il y a le pouvoir temporel et un autre pouvoir. Bref, c'est parti loin, hein, 10 ans d'études, forcément, on oublie quelques petites choses. Mais voilà, il y avait vraiment, non pas de la laïcité, puisque ce serait complètement anachronique de parler de ça, mais une séparation quand même un petit peu entre ce que fait l'Église et ce que fait l'État, quand bien même les deux communiquent de façon régulière. Or là, Philippe le Bel dit, oui, mais du coup, séculier. Parce qu'il y a ah mais non mais si, c'est ça. Non mais si, c'est ça, le pouvoir régulier, le pouvoir séculier. Non mais si, c'est donc j'avais raison effectivement. Merci, merci Nathalie pour la confirmation. Donc à partir de ce moment-là, bah, du coup, le roi, son argument, je schématise, hein, mais son argument, c'est de dire: «Bah, vu que vous avez des églises sur le royaume, eh bah, mes sujets, ils payent des impôts. Donc les églises vont payer des impôts». Ça plaît moyen au pape. Boniface VIII. Les histoires d'amour finissent mal en général. Temporel et spirituel, c'est ça, voilà. Il me semblait bien, parce qu'il y a le clergé régulier et séculier, mais ça, c'est pour le pouvoir spirituel. Et donc, il y a le pouvoir temporel, qui est le pouvoir à l'époque des monarchies, mais le pouvoir des États. Voilà, c'est bien ça. Merci, Croque-Thune. Je suis soulagé, parce que ça continuait de turbiner. Hein. Entre le royaume de France et l'église de Rome ne fait pas exception. Le pape meurt, Philippe le Bel déplace le siège de l'église à Avignon, et pendant un bon moment,
on aura des papes français, comme l'inquisiteur Jacques Fournier, qui avait identifié la dernière communauté d'hérétiques à Pamiers et qui va devenir Benoît XII. En 1378, 2 ans avant que commence notre histoire, ce sera le grand schisme d'Occident. Schisme qui débute à la mort du pape Grégoire XI, qui a décidé de ramener le siège pontifical à Rome. Son successeur, Urbain VI, un Italien. Avignon, j'en profite aussi pour... il y a trop de grille-pain séculier. Non, j'ai pas... S'il y a trop de grille-pain séculier. Ah, ça y est, je l'ai. Ok. Ok. Mais merci pour les confirmations, Croctune, parce que du coup, là, moi, on a 1h14 de vidéo. Pour l'instant, c'est la plus longue à faire. Donc... Pardon, ça me fait rire. Donc, je vais pas avoir le temps de fact-checker. Donc, vraiment, c'est très gentil à toi de fact-checker, voilà, d'avoir la cellule de fact-checking en direct. Comme ça, on avance. Mais du coup, pour préciser, Avignon, alors aujourd'hui, c'est en France. Mais à l'époque, ça faisait partie des territoires de l'Église. C'était donc un territoire indépendant du royaume de France. Donc, c'est pour ça, en fait, que le roi de France décide de transporter le siège papal à Avignon. C'est parce que c'est un territoire de l'Église, mais qui est à la frontière avec le royaume de France, puisqu'à l'époque, le royaume de France ne s'est pas encore installé sur le pourtour provençal de ce côté-là de la Méditerranée. Mais du coup, c'est la frontière. Et donc, pour pouvoir garder un meilleur contrôle de la papauté, et notamment une papauté française, et bien du coup, le roi de France va déplacer la papauté à Avignon. Elle n'y reste pas très longtemps, comme l'a dit Pacôme. Avec Urbain VI, elle revient à Rome, mais c'est que le début. C'est que le début, hein. Italien n'est pas accepté par les Français, qui choisissent un autre pape Voilà, français, Clément VII. voilà. Et là, c'est le début du grand schisme d'Orient. Parce qu'on a un pape français qui n'est pas reconnu par les Italiens. L'Italie n'existe pas encore à ce moment-là. Et du coup, on a un pape italien qui n'est pas reconnu par les Français. On a 2 papes. Voilà. Et on ne sait pas à quel saint se vouer finalement, puisque du coup, on se retrouve avec 2 papes. Donc 2 voies différentes pour une seule église. Le bordel ne fait que commencer. Qui campe à Avignon. Pendant 40 ans, il y aura 2 lignées de papes, représentant 2 camps rivaux au sein même du christianisme occidental, l'un à Rome et l'autre à Avignon. Ah, c'est sympa, voilà, pour la carte, pour situer un petit peu les grands ensembles. Comme ça, vous avez un petit peu une idée de ce qu'on se... Enfin, du territoire tel qu'il est. Donc, en fait, Avignon, c'est ici. Quoique, c'est plus par là. Mais du coup, c'est, entre guillemets, enfin, dans les juridictions françaises à venir, c'est des vassals plus ou moins directs du royaume de France. Mais du coup, ça permet donc d'avoir un pape français. Et donc, la chrétienté... On ne voit pas la légende. Vous allez voir la légende. C'est moi la légende. Pardon. Voilà. Donc alors moi les couleurs. Rouge orangé, je dirais. L'obédience à Avignon, donc ceux qui soutiennent la papauté française. En bleu ou en violet, comme je ne sais pas faire la différence entre les deux, ceux qui soutiennent l'obédience romaine italienne, donc à Rome, avec l'Angleterre, forcément. Hein. N'oubliez pas qu'on est dans l'histoire de France et que donc on a passé littéralement toute notre histoire à être en guerre avec les Anglais. Donc c'est normal, si la France prend position, évidemment que l'Angleterre prendra une autre position et que l'Écosse, juste pour faire chier l'Angleterre, prendra la position de la France pour se mettre en opposition avec la position d'Angleterre. Nous avons donc dans cette obédience romaine les États italiens du Nord, le royaume de Hongrie et le royaume de Pologne, avec les monarchies aussi nordiques, et le Saint-Empire. Mais en fait, c'est compliqué de parler d'une obédience, enfin d'une unité du Saint-Empire, puisque dans le Saint-Empire, ce sont l'ensemble des princes qui ont grosso modo le pouvoir, avec un empereur bien sûr à la tête, mais beaucoup de comment je peux dire, beaucoup d'autonomie. Hop, voilà. Donc forcément, voilà, tout le monde prend position par rapport au fait qu'il y ait 2 papes. Et donc le monde chrétien se déchire, se divise pour de bon et pendant un certain temps.
Les seules régions non concernées, ce sont bien sûr les royaumes arabo-musulmans, avec notamment le royaume de Grenade qui est en cours d'expansion à ce moment-là, et qui donc forcément n'est pas concerné, et qui, je suis même pas sûr qu'il soit au courant de cette division papale. Voilà. Mais vous allez voir, on va continuer de s'arracher les cheveux. C'est une crise extraordinaire Mhm. qui se complexifiera en 1409 avec l'apparition d'un troisième pape et qui ne s'achèvera qu'en 1417 avec le concile de Constance. Littéralement, c'est le troisième pape qui dit bah, puisque tout le monde peut être pape, et ben moi je suis pape. Et du coup, vous allez tous vous réunir autour d'une table pour vous mettre d'accord. Je schématise encore une fois, mais c'est pour aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Voilà. Mais du coup, 40 ans, grosso modo, pape, pape everywhere. Je vois quel même tu cites et j'adore. J'ai la ref. Mais c'est histoire de remettre un semblant d'unité dans la chrétienté. Je dis bien un semblant, hein, parce que c'est pas encore le cas. Voilà, mais ça occupe pendant 40 ans la chrétienté. L'époque qui suit l'extermination des hérétiques du Sud-Ouest. Le royaume de France est vaste. Il s'étend de l'Escaut aux Pyrénées, de l'océan Atlantique au Rhône, à la Saône et à la Meuse. Le pouvoir royal est fort et l'administration de plus en plus centralisée. Tout ça, justement, depuis le règne de Philippe Auguste qui a commencé à centraliser le royaume. Et justement, tous les successeurs de Philippe Auguste iront dans ce sens-là, de centraliser toujours plus de prérogatives sur le pouvoir royal au détriment des vassaux, des ducs, des comtes, des barons, qui devront tous, tour à tour, confirmer la suprématie du roi par rapport à eux. Là, on avait vu sur le réacte précédent... Et c'est pour ça que tout est à Paris. Alors, oui et non, mais disons qu'on pourrait dire qu'il y aurait un début de base là-dessus, sur ce centralisme si particulier, si français du pouvoir. Qu'est-ce que je disais, moi ? Je ne sais plus. Oui, le royaume qui se centralise, là où dans le réacte précédent, on voyait que grosso modo, le roi était impuissant parmi d'autres, enfin un puissant et pas impuissant parmi d'autres, quoique. Voilà. Et donc, où la plupart des vassaux disposaient d'un très grand degré d'autonomie. Là, les degrés d'autonomie se marginalisent de plus en plus et le roi entend bien confirmer sa suprématie par rapport à ses vassaux. Il est au-dessus d'eux et donc il doit faire en sorte de se justifier et les autres doivent faire en sorte de se montrer bien soumis par rapport au roi. Cependant, rien ne va se passer comme prévu. Le roi capétien transmet traditionnellement sa couronne au fils aîné. Mhm. Si celui-ci meurt, et s'il est sans fils, on la transmet à son frère. Mais lorsque le troisième et dernier fils de Philippe le Bel meurt sans fils ni frère, faute de mieux, on décide de transmettre la couronne au fils du frère de Philippe le Bel, Philippe VI de Valois, un neveu. Une option dangereuse. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Mhm. D'autant plus que le neveu Oui, pour préciser, effectivement, la règle de la monarchie française, le titre ne se transmet que d'homme à homme. Il faut être d'une part de la famille royale, aucunement bâtard, bien sûr, et bien sûr, les femmes n'ont pas le droit d'hériter d'un titre de royaume. Contrairement au royaume d'Angleterre, justement, où justement les femmes peuvent hériter et exercer le pouvoir. Les seules occasions où les femmes peuvent avoir du pouvoir dans le royaume de France, c'est dans le cas où l'héritier, enfin, où du coup le nouveau roi est encore un enfant, et dans ce cas-là, on installe une régence. S'il n'y a aucun candidat masculin à la régence, c'est souvent la reine douairière, donc la mère du roi, qui exerce la régence. C'est les très rares cas où une femme peut exercer un pouvoir. Et encore de pouvoir, puisque comme c'est une femme, évidemment, on ne lui fait pas confiance et son comportement est très contrôlé par un conseil qui la surveille de très très près. Le neveu en question confisque la Guyenne, qui appartient officiellement aux Anglais, le 24 mai 1337. Le roi d'Angleterre, Édouard III, Ça s'est fait avec la mère de Louis Croivet-Bâton. Louis XVI. Puis Croivet-Bâton. Non, Croix-Bâton V d'ailleurs. Ah oui, pardon, excusez-moi. Mais c'est pas justement à cause du contexte du début de la guerre de 100 ans que la loi salique
s'est mise en place. Ah non, la loi salique, elle existe depuis les Francs, justement. On parle de francs saliens, justement. Elle est issue des Francs, la loi salique. La succession, au contraire, en fait, c'est à la fin de la guerre de Cent Ans qu'on en termine avec la loi salique. Euh, la loi salique, en fait, elle demande à répartir le territoire d'un roi à égale répartition avec l'ensemble de ses descendants mâles. Ce n'est pas la primogéniture qui est que tous les titres reviennent au premier-né. Ouh, putain, j'ai eu peur. Il est possible que... Normalement, c'est réglé. Devrait plus y avoir de crash. Mais là, comme ça vient d'être tout noir, si ça coupe, ça peut couper, hein, voilà. Donc, je reprends le fil de mes explications. J'ai eu une petite crise cardiaque là quand j'ai vu mon logiciel planter. Mais tout va bien. Tout va bien, on s'accroche. Je vais quand même surveiller les constantes de mon PC. Voilà. Tout ça pour dire que donc... La loi salique, c'est la répartition du territoire en égale part entre l'ensemble des descendants mâles de celui qui détenait un territoire. Donc, mettons, roi de France, il a quatre enfants hommes, et bien du coup, le territoire est séparé en quatre, à peu près. Voilà. Et aucun n'a l'ascendant sur l'autre. Voilà. La fin de la loi salique, c'est justement quand les rois peuvent transmettre leurs titres à leur premier descendant masculin, ou bien à défaut de mieux, on va chercher un peu plus loin dans la généalogie, mais du coup, tous les titres reviennent à un seul et unique descendant, avec des fois des petits bouts qu'on donne à d'autres frères pour pas qu'ils soient lésés, mais grosso modo, le titre principal revient au frère aîné de la dynastie, et donc là, il n'y a plus de logique d'égalité entre les frères, il y en a un qui a l'ascendant sur les autres. Parlons de la comise des fiefs de Guyenne, donc, décidée par le roi de France. Alors, il se trouve qu'à l'époque, on a vu précédemment la carte du royaume de France. Elle était où? Elle était plus... Bref, là, voilà. Hop, je reviens ici pour vous montrer la carte du royaume de France. On pourrait se dire, le coup de filet... Un duché pour pas que ça braille, ça marche bien. Bah oui, ah oui, c'est littéralement acheter la paix sociale, hein, et on le fait encore aujourd'hui. Alors on file plus des duchés, mais on file des prestations sociales. Ça marche bien. Donc, on a l'impression de voir un royaume de France qui est bien organisé, qui est centralisé, qui est un et indivisible, un peu comme sera la République en devenir. Or, il n'en est rien. La France est composée donc de différents vassaux. On a le roi à la tête et ses différents vassaux, ducs, comtes, barons, etc., qui règnent sur des terres spécifiques. On a là ici le duché de Bretagne, le duché de Normandie, le comté de Picardie, le comté d'Artois, le comté de Flandre, le duché de Guyenne. Voilà, donc tout ça, le comté de Poitou, le comté de Toulouse qu'on a vu la dernière fois aussi, cet immense espace territorial. Et bien donc chacun d'entre eux est dirigé donc par un propriétaire terrien. Or, à ce moment-là, au moment du règne de Charles V, en fait, on est dans une situation où toute la partie ouest du royaume est détenue non pas par le roi de France, mais par le roi d'Angleterre, puisqu'à l'époque, c'est la dynastie des Plantagenets qui règne sur l'Angleterre, mais qui est issue du comté de Maine-Anjou, initialement de la ville d'Angers. C'est une dynastie qui aura acquis une place énorme dans l'histoire, partie de rien, est devenue l'une des plus grandes puissances territoriales du continent. C'est tour à tour comte, puis duc, puis roi, qui s'arrogeront différents territoires, partant d'Anjou, conquérant le Maine, acquérant la Normandie, l'Aquitaine, la Guyenne, le Poitou, se faisant copain avec le duc de Bretagne, et bien sûr finissant par hériter du royaume d'Angleterre. Donc ce qu'il se passe, c'est qu'on est dans un royaume de France, tel que vous le voyez là ici, un petit peu en coloré vite fait, mais à l'intérieur, il y a des titres qui sont détenus par le roi d'Angleterre. Donc, on est dans une situation où, sur ces territoires-là, le roi d'Angleterre est le vassal du roi de France. Est-ce à dire que, du coup, le roi de France règne sur l'Angleterre? Absolument pas, puisque, du coup, cette logique de subordination
au roi de France, elle ne s'applique que dans les territoires concernés. Le duché de Normandie, les comtés de Maine-Anjou, le comté de Poitou, le duché de Guyenne et le duché d'Aquitaine. Or, ça ne plaît pas au roi de France. Charles VI, du coup, qui décide de réaliser la commise, donc c'est-à-dire de prendre les fiefs du roi d'Angleterre de Guyenne. Donc un immense territoire qu'on appelle aujourd'hui, en fait c'est la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, pour ne plus avoir, pour récupérer la mainmise et pour le faire entrer dans le domaine royal. Puisque en fait, du coup, comme le roi d'Angleterre est sur ses terres un vassal du roi de France, et bien du coup, il a les mêmes obligations que d'autres vassaux, comme le comte de Toulouse, le Dauphiné, le duché de Bourgogne, le comte de Champagne. Il lui doit notamment réaliser une cérémonie. Alors, je ne sais plus... je ne crois pas qu'elle soit tous les ans, mais une cérémonie d'insubordination où en fait le roi d'Angleterre, eh bien, il vient ployer le genou régulièrement devant le roi de France pour lui dire que en tant que duc de ci, duc de mi, eh bien en fait il est subordonné au roi de France. Eh bien du coup ça ne plaît pas à l'Angleterre qui va arrêter de se prêter à ces petits jeux-là, et donc va arrêter notamment de payer les impôts au roi de France et de faire la cérémonie. Je cherche le nom dans la tête, hein, ça a un nom, mais ça ne me revient pas dans l'immédiat. Le serment féodo-vassalique, voilà. L'Angleterre n'honore plus ses serments féodo-vassaliques avec la France. Et donc du coup, c'est l'excuse parfaite pour Charles VI qui dit « Ok, bah, du coup, la Guyenne n'a pas honoré ces engagements que les autres vassaux sont censés obtenir, bah du coup ça passe dans le domaine royal. » Voilà, je vous ai fait ce petit bilan-là pour vous dire à quel point la situation qui est là, c'est tout ça qui va porter les prémices de la guerre de 100 ans. Là, le roi de France décide de faire sien les territoires qui appartiennent au roi d'Angleterre. Des guerres ont éclaté pour moins que ça. Édouard III réplique en revendiquant la couronne de France. Il est le fils de la dernière fille de Philippe le Bel, Isabelle. Et si la couronne se transmet... Isabeau, d'ailleurs. On peut dire Isabelle, mais on dit Isabelle aujourd'hui, mais à l'époque, elle s'appelait Isabeau. Son nom tel qu'écrit dans les sources, c'est Isabeau. Donc moi, j'en parlerai en tant que Isabeau de Bavière et Isabeau de France, du coup. Mais du père au fils, on peut pinailler sur la prééminence du fils de la fille sur le fils du frère. Bref, la guerre de 100 ans commence. Voilà. Tout ça pour dire justement que non seulement le roi d'Angleterre est censé être un vassal du roi de France sur certains des territoires, mais qu'en plus, ils sont de la même dynastie. Littéralement, si on faisait une cousinade des dynasties françaises, eh bien en fait, le roi de France et le roi d'Angleterre seraient cousins. Donc à partir de ce moment-là, si cousin français revendique la couronne de France, pourquoi cousin anglais ne pourrait pas revendiquer lui aussi la couronne de France? Ainsi débute la guerre de 100 ans, suite à la commise des fiefs de Guyenne. Un roi qui s'agenouille face à un autre, c'est pas ouf. Eh bien, exactement. Même si techniquement, c'était d'une part admis, mais en plus respecté. Que le roi honore son serment féodo-vassalique, même s'il est le vassal d'un autre. Parce qu'en fait, quand il vient s'agenouiller ployer le genou devant le roi de France, il ne vient pas le faire en qualité de roi d'Angleterre. Il vient le faire en qualité de duc de Guyenne, duc de Normandie, comte de Maine et d'Anjou, comte de Poitou, mais aucunement en tant que roi d'Angleterre. C'est parce il a ces titres-là qu'il vient ployer le genou. Mais qu'il soit le roi d'Angleterre ou pas, ça ne change rien pour les observateurs extérieurs. C'est juste que du coup, ça peut créer rapidement un sentiment de supériorité / d'infériorité pour l'un comme pour l'autre. En fait, si ce n'était pas réservé aux hommes, l'héritier du trône français le plus direct aurait été la mère du roi d'Angleterre. Tout à fait. Le titre aurait été transmis à Isabeau et donc à Édouard III Plantagenet. Et donc, ça n'aurait pas tenu, mais dans une dystopie, la France et l'Angleterre auraient été unies pour plus de temps qu'elles ne l'ont été unies, puisque, on le verra dans la suite de l'histoire de la guerre de 100 ans, mais pendant un moment, la France et l'Angleterre seront une seule et unique couronne. Une uchronie. Oui, j'ai dit quoi ?
Ah oui, j'ai dit dystopie, pardon. Cumul de fonctions. Ah, mais c'est littéralement ça, hein. Quand tu es un puissant, en fait, tu mesures ton niveau de puissance au cumul de fonctions que tu peux avoir. Puisque si tu es un pauvre petit propriétaire terrien qui a une pauvre petite baronnie, tu es moins puissant qu'un triple duc, double comte, roi et double empereur. Voilà. Je, je caricature, mais c'est l'idée. Voilà. Puisque du coup, en tant que suzerain, tu n'as pas le contrôle des fiefs de l'ensemble de tes vassaux. Donc l'important, c'est d'avoir, comme vont le faire les rois de France, un domaine royal le plus important possible. Là où l'influence du roi s'exerce directement. Là où il peut directement mobiliser l'armée, là où il peut directement lever l'impôt sans avoir à passer par un vassal. Puisque quand il passe par un vassal, eh ben, il a une part d'impôt en moins, il a une part de troupes en moins, et puis il peut avoir des ennuis avec des tentatives d'indépendance, par exemple, ou des légitimations sur d'autres territoires. Voilà. Donc c'est pour ça que tout au cours du Moyen Âge central et du Moyen Âge tardif, les rois vont tenter de se constituer un domaine royal le plus important possible pour avoir le maximum de contrôle sur leurs ressources de leur territoire. Triple roi supplément frites, sauce andalouse, s'il te plaît, chef. Il y a 3 papes, alors pourquoi pas triple empereur? C'est vrai. Hein, les enchères sont lancées. Bref, parce que justement les dynasties de France et d'Angleterre sont étroitement liées, débute la guerre de 100 ans suite à la commise des fiefs de Guyenne, qui, je vous l'avais dit, comme le roi d'Angleterre ne vient plus prêter serment devant le roi de France, ça donne une excuse au roi de France pour revendiquer ces territoires-là. Pourtant, le motif est quand même un peu gros. Et ça n'empêche pas le roi d'Angleterre de dire que, bah voilà, quitte à avoir un motif un peu gros, œil pour œil, dent pour dent, bah on va dire que moi je revendique la France. Voilà. J'ai la même légitimité que toi tu l'as à revendiquer la Guyenne. Donc voilà. On est parti donc pour 114 ans de guerre, avec des périodes de paix entre, hein, mais grosso modo, 114 années de guerre, de mort, de chaos, de bouleversement et de bordel. Tout d'abord, l'Angleterre remporte de nombreuses victoires. L'Écluse en 1340, Crécy en 1346, Poitiers en 1356, avant que la France ne reprenne le dessus à partir de 1364, pendant le règne de Charles V et de son connétable du Guesclin. Ce qui va tout changer va se jouer ensuite sur le règne de son fils, Charles VI. Juste avant, pour savoir pourquoi il y a un tel rapport de force au début de la guerre de 100 ans, eh bien tout simplement parce que les troupes françaises sont constituées avant tout de ce qu'on appelle les forces historiques qui forment l'OST, OST, c'est-à-dire les rangs militaires du Royaume de France. À l'époque, c'est constitué principalement de piétailles, c'est-à-dire des gendarmes, des gens qui ont des armes. C'est pour ça qu'on a le terme gendarme qui est passé à la postérité, mais aussi de cavalerie, beaucoup de cavalerie. Or, de l'autre côté, en Angleterre, il y a eu des innovations technologiques et on est passé à un autre style de combat, un style qui se repose beaucoup, beaucoup moins sur la cavalerie et beaucoup plus sur les archers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Or, vous mettez une charge de cavalerie face à des archers, je vous le donne en mille, c'est une boucherie. Pour les cavaliers, bien sûr. J'ai rejoué la bataille de Crécy dans une campagne vampire Dark Age. Oh, oh là là. Donc du coup, avec cette supériorité technologique-là, les Anglais vont remporter de nombreuses batailles sur la première partie, presque en fait la première moitié de l'histoire de la guerre de 100 ans, on pourrait dire, parce que la supériorité française ne va durer qu'un temps. Ensuite, les Anglais vont reprendre l'ascendant pour ensuite que les Français reprennent l'ascendant. Mais du coup, grosso modo, la moitié de la guerre de 100 ans, c'est la supériorité anglaise des archers et la France qui refuse d'abandonner les cavaliers puisque en fait, c'est considéré comme du prestige. Je caricature, hein, mais en gros, et cavalier, celui qui a les moyens d'avoir tout l'équipement et d'avoir un cheval, donc les nobles, et donc c'est les nobles qui combattent. Donc c'est prestigieux d'avoir de la cavalerie. À côté, les archers, principalement, ce sont des mercenaires, des gens qui n'obéissent
qui a la bourse la plus remplie et qui donc, niveau prestige, on repassera. Donc la France va s'accrocher à cette notion de prestige des armées, alors que les Anglais vont préférer l'innovation technologique et passer par du mercenariat et donc des archers. Et donc c'est ce qui fait que pendant toute une première partie de la guerre de 100 ans, eh bien, les Français vont essuyer déculottés sur déculottés, hein. C'est vraiment des déculottés, hein. Il y a des batailles, on est un rapport de 1 pour 1000, c'est-à-dire qu'il y a un Anglais qui meurt pour 1000 Français qui meurent, hein. Voilà, c'est pour vous dire à quel point les archers sont dévastateurs. Mais oui, les archers sont cheatés, mais la France s'accrochera à la cavalerie pendant très longtemps. Vient Charles VI. César m'a donné ceci. Au moment de son couronnement, la population du pays de Charles VI enfant a bien du mal à se rétablir. Après des chevauchées anglaises qui, entre parenthèses, portent directement le conflit sur les populations civiles, mais aussi la famine et enfin la peste noire. C'est aussi la technique des Anglais, en fait. Je vous ai dit principalement, ça c'est lors des combats, où on oppose les archers à la cavalerie. Grosso modo, la technique anglaise vise à provoquer les Français en faisant des raids sur les côtes françaises, notamment en Normandie, qui a été récupérée en 1204 par Philippe Auguste, qui était anciennement un fief anglais, un duché anglais. Et en Guyenne, puisque c'est la Guyenne qui est revendiquée par le roi de France, donc le duc de Guyenne, roi d'Angleterre, entend bien montrer que c'est lui qui commande. Donc en fait, les Anglais prennent leurs bateaux et leurs archers et leur cavalerie et débarquent en fait à différents endroits sur leurs possessions qui sont revendiquées par les Français, donc principalement en Normandie et en Aquitaine / Guyenne, et vont faire des raids, c'est-à-dire qu'ils passent, ils dévastent tout et ils repartent dans le but d'attirer l'armée française pour qu'après, ils posent les archers, la cavalerie française arrive, on tire, c'est réglé. Voilà. À chaque fois, ça va marcher. Voilà. Et donc, ça va être la stratégie anglaise. On débarque, on dévaste tout sur le passage en Guyenne et en Normandie. On fait rembarquer la cavalerie, on laisse les archers font un massacre et on passe à la région suivante. Et donc, petit à petit, la France... Ah, mais en fait, littéralement, les Français se font bait. Voilà, les Français sont bait par les Anglais. Ça en ferait presque un titre de VOD. Après une période... Mais donc tout ça pour dire qu'au milieu, hein, parce qu'il faut quand même remettre l'église au milieu du village ou la population au milieu de la guerre, au milieu, c'est la population qui trinque. La population qui n'a rien demandé, qui voit leur possession, enfin leur territoire passer d'une couronne à l'autre, et puis qui voit débarquer des Anglais. Super, des Anglais, ah bah non, ils veulent nous massacrer. Super, des Français, ah bah non, ils veulent nous massacrer. Voilà, il y a les débuts d'un dépeuplement sur le royaume de France qui, à l'époque, faisait, je crois, 16 millions d'habitants, hein. On l'avait vu la dernière fois avec l'extermination Qatar, avec ces 2 millions de morts, mais il me semble que c'est... Ouais. Bah oui, parce qu'en plus, on a un peu progressé, donc oui, c'est ça, on est à 16 millions. 16 millions d'habitants. La population qui prend cher comme d'habitude. Donc, littéralement, imaginez les paysans dans Camelot. Révolte, on en a gros. Voilà, bon, c'est Perceval et Caradoc, on en a gros, mais révolte, la condition paysanne en a plein le cul. Bah voilà, parce que ils ne savent plus à quelle couronne se vouer. Parce qu'ils ont un duc de Guyenne qui est censé être anglais, puis qui d'un coup devient français. Et en fait, ils sont massacrés des deux côtés. Ils se font cramer leur ville, ils se font cramer leurs femmes, ils se font cramer leurs enfants. À un moment, ça suffit. Voilà. Donc, la tension est quand même palpable au milieu. Pour resituer quand même. Juste pour préciser que quand même la guerre, c'est quand même des morts par palette, hein, et que c'est pas simplement des soldats qui s'affrontent, mais au milieu des populations civiles qui trinquent et qui sont aussi victimes des exactions, des pillages, des viols et tout et tutti quanti, si je puis dire. De forte imposition, il y a l'effort de guerre. Charles V a commencé à procéder à des allègements. Il a même supprimé les contributions directes, les fouages, avant de mourir. Excellente initiative. Mais le 17 janvier 1382, 2 ans après l'apparition du cerf dans la forêt de Senlis, une ordonnance rétablit les aides indirectes, les impôts qui ne servent alors, semble-t-il, à tout le monde, qu'à enrichir les ducs, qui se partagent la recette fiscale. Les aides indirectes, grosso modo, c'est un impôt qui est censé être royal, qui est d'abord prélevé par les propriétaires terriens, dont une part est reversée au trésor royal et qui est destiné à entretenir le royaume dans son ensemble. Or,
les aides indirectes sont, dans leur ensemble, puisque c'est pas contrôlé, hein, personne n'a les moyens de contrôler ça, sont complètement détournées. Et donc, pour chaque écu que les paysans versent, ils n'en voient jamais la couleur. Curieusement, la population anglaise a plutôt encouragé la guerre puisqu'elle n'a jamais eu lieu sur son territoire, excepté en Écosse. Tout à fait, voilà. Les Anglais, eux, n'avaient rien à perdre. Et puis, je vous répète, le rapport de force des morts, c'était 1 pour 1000. Donc, en fait, grosso modo, eux, ils rentraient en disant « Ah ben, on a perdu Henri. Voilà. Voilà, on va enterrer Henri. Voilà, on va lui faire une petite cérémonie. Bon, par contre, Henri, il en a déglingué 1000 derrière. Donc, voilà. Et si on continuait? Eh ben, on continue, voilà. Et surtout que derrière, la monarchie anglaise, justement, avec les ducs de Normandie, est bien plus organisée d'un point de vue financier et d'un point de vue étatique, donc a les moyens financiers de pouvoir mener la guerre. Là où la France, comme elle est encore au balbutiement de son domaine royal, n'a pas encore les fonds suffisants. Et donc, si la France, en temps de paix, est on pourrait appeler en excédent budgétaire, pour reprendre des termes contemporains, eh bien, dès qu'une guerre éclate, elle se retrouve en situation de vase percé, où elle débourse continuellement de l'argent, et donc, en fait, elle fait appel à des impôts extraordinaires pour soutenir l'effort de guerre. Si l'Empire n'a jamais pris fin, c'est bien le peuple qui en a subi toujours le règne. Oui, je deviens pas comme. Si vous n'aimez pas mon histoire, faites-en la vôtre. Louis d'Anjou, Jean de Berry, Philippe de Bourgogne, ce sont les oncles de Charles VI. Ils assurent la régence. Voilà, l'idée de on refile des duchés et des comtés aux frangins pour éviter les révoltes. Le roi est encore un enfant. Mais les populations des villes et des campagnes sont à bout. Elles n'entendent pas se faire plumer comme ça. Alors ça commence à barder, à Rouen, en février. On peut Voilà, ça crame en Normandie. Voilà. En même temps, il faut dire que la Normandie a été pas mal secouée aussi. Donc, on peut comprendre qu'à Rouen, ça pète. lire dans la chronique de Jean Juvénal des Ursins. À Rouen, 200 artisans se soulevèrent, se rendirent au domicile d'un marchand de tissus nommé Legras, parce qu'il était gros et gras, en firent leur... D'accord, très bien. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, sur cette chaîne, je m'efforce de toujours aller aux faits et aux idées et de ne jamais juger les gens et les orateurs, principalement en politique, hein, surtout sur leur apparence, sur leur accent ou sur d'éventuels tocs. On est là pour juger les idées et pas les personnes. À l'époque, c'était pas encore ça. Leur chef le placèrent bon gré mal gré sur une charrette, comme si c'était un roi, contre sa volonté. Craignant pour sa vie, il dut obéir. Conduit sur la place du Grand Marché, il fut obligé d'ordonner la suppression définitive des impôts. On se mit à tuer les officiers du roi en charge de la perception des impôts. D'accord, donc le mec, on l'a bombardé. Parce que oui, en fait, à l'époque, être gros et gras, donc avoir un embonpoint par rapport au reste de la population qui avait du mal à se nourrir, c'était un signe de richesse, puisque tu arrivais à avoir 2, voire 3 repas par jour. Donc c'est pour ça qu'ils s'en sont pris à ce pauvre monsieur. Et donc ce qui est marrant, c'est que du coup, le mec, ils l'ont bombardé, entre guillemets, roi, pour qu'il décrète les impôts. C'est là où on voit finalement un petit peu la déconnexion qu'ont les gens avec le pouvoir, puisque aujourd'hui on se dirait pas, ah bah tiens, je vais prendre un random dans la rue, lui dire t'es président de la République, dis que la Normandie est indépendante. Non, parce que ça marche pas comme ça. Mais à l'époque, les gens pouvaient penser que ça marchait comme ça. Donc c'est très intéressant de voir la suppression des impôts. J'ai encore fourché, c'est forcément, hein. Mais du coup voilà. Donc le mec décide qu'il y a plus d'impôts sur Rouen. Voilà. Il est qui? Il est personne, mais il a décrété la suppression des impôts. Voilà. Fantastique. Mais bon, ça n'empêche que du coup, pour rendre efficace la mesure, eh ben on déglingue les percepteurs des impôts. Comme ça, au moins, on est sûr. Ce qui est sûr, c'est que qu'il ait du pouvoir au poste, monsieur, il n'y a plus de perception d'impôts. Puis c'est Caen, Orléans, Reims, Amiens, Ouais! Paris. Au Havre, Camp indépendante, pardon. écrit encore Jean Juvénal des Ursins. Le percepteur vint exiger la taxe à une vieille femme qui vendait du cresson. Elle se mit à crier Édite. et plusieurs personnes se jetèrent sur l'agent des impôts. Aussitôt, par toute la ville, le petit peuple se souleva, prit les armes et déclencha une énorme insurrection. Plus de 500 personnes se mirent à parcourir les rues. C'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement français. Il se déroule également ailleurs en Europe. Comme l'écrit Jules Michelet,
il semblait qu'une guerre universelle commençait, des petits contre les grands. Particulièrement en Angleterre, où une révolte très proche de celle qu'on a en France éclate lors de la levée d'une taxe 3 fois supérieure aux précédentes en 1381. La révolte naît lorsqu'un percepteur royal décide de se payer en nature en violant la fille du paysan Wat Tyler. Wat Tyler répond Normal, hein, oui, voilà. Je veux dire, tu peux pas payer, bah, nique ta mère. Voilà, littéralement. Non, mais c'est fou, hein. Euh, non, mais. En plus, je vois pas comment ça permet de payer l'impôt, quoi. Enfin, excusez-moi d'être très terre à terre sur la gestion pécuniaire, mais non, non, je vais pas le dire parce que c'est trop vulgaire. Mais avoir un rapport non consenti avec quelqu'un ne crée pas de la richesse monétaire. Ne crée pas de les bifetons, la monnaie fiduciaire. Voilà, ça ne crée pas de la moula. Donc voilà, je pense que le gars va très rapidement déchanter, si je puis dire. en le tuant à coups de marteau. Les paysans en font leur héros. Ils sont alors entre 20 000 et 50 000 quand ils arrivent à Londres pour négocier l'abolition du servage. Ouah, 20 000 et 50 000. C'est pas rien. C'est pas rien. Sur la population du Royaume d'Angleterre, qui du coup, de l'époque, devait être quelque chose sur 7 ou 8 millions. Ah non, parce qu'en plus, il n'y a même pas l'Écosse. En vrai, je crois qu'on est... on s'est jamais imaginé, il y a des lingots qui sortent de la madame. Ah ouais, c'est ça qu'ils appellent une fan fontaine. C'est une fontaine monétaire, c'est ça? On parlera d'économie libidinale. Oh là là là, excusez-moi, c'est un peu graveleux. On va tenter de revenir aux faits, hein, et arrêter d'en venir aux fesses. N'est-ce pas, messieurs les percepteurs? Et demande à parler au roi Richard II. Richard II accepte de rencontrer Wat Tyler. Mais c'est un piège. Lorsque Wat Tyler... Non mais je vois, hein, j'essaye de mettre... Voilà, c'est compliqué parce qu'ils sont pas devant moi, ces gens-là, ils sont morts depuis longtemps. Mais de mettre ces personnes devant comment expliquer ça, mais la futilité de leurs actes. Ils viennent chercher des thunes, ils viennent pas assouvir une domination, justement. Voilà, c'est ça le truc. Mais comme quoi, en fait, le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt, le pouvoir détruit. et le roi se rencontrent à Fountain Court le 15 juin 1381, Tyler se fait tuer par derrière, comme l'aurait exécuté un petit gangster. Les rois se distinguent-ils des petits gangsters? Pas sûr. En 1819, le poète visionnaire William Blake, qui voyait en Wat Tyler une figure pré-révolutionnaire, le dessinera d'après fantôme avant d'aller mourir à Fountain Court. Enfin, sont des révoltes qui émergent dans les villes de Flandre et qui s'opposent à leur comte, Louis de Malle, et refusent la coutume de France en matière fiscale au cri de « liberté ». La Flandre est alors indépendante du royaume de France. Pour l'instant, l'oncle de Charles VI, Philippe de Bourgogne, a épousé la fille de Louis de Malle, et à sa mort en 1384, les terres de Flandre seront à lui. Le roi enfant et son oncle débarquent alors pour soutenir la guerre du comte contre les tisserands révoltés. Ils les taillent à Roosbeek, un massacre atroce. 26 000 Gantois meurent, certains étouffés les uns par les autres, les lignes arrières avançant pendant que les premiers reflux effrayés par les longues lances bourguignonnes qui embrochent tous les soldats de tête flamands. Avant de partir, Charles VI décide de faire un exemple de Courtrai, symbole de la résistance flamande, en mettant le feu à la ville. César lui a donné ceci. Puis Charles VI, enfant, traverse la France, ville après ville, pour restaurer l'autorité royale en matant les rebelles. Il le fait en entrant dans chaque ville comme un conquérant, à la tête d'une imposante armée qui terrorise littéralement les habitants. L'armée du roi pille, rosse, viole les populations locales. Puis le roi punit publiquement les séditieux. Les meneurs sont décapités, leurs têtes exposées. Après quoi, les populations payent très cher le prix de leur rébellion. Chaque ville doit négocier la miséricorde du roi en versant les sommes les plus importantes. Rouen, par exemple, doit verser 100 000 francs, commus à 60 000 par la clémence royale. 100 000 francs de l'époque. C'est littéralement une fortune. Ça peut représenter le PIB d'une région aujourd'hui. Donc c'est colossal. Normalement, là, 100 000 francs, il n'y a plus rien de Rouen. Il n'y a plus une richesse dans les rues de Rouen. Pour le Languedoc, c'est une amende de 800 000 francs. Les souffrances de Paris durent 7 semaines, couronnées par l'annonce de mesures royales en matière d'imposition. Cette misère
Cette révolte des pauvres, commerçants comme paysans, se lise jusque dans une poésie populaire de l'époque. La complainte du pauvre commun des pauvres laboureurs de France. Un poème anonyme, recueilli dans les chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, écrites entre 1400 et 1444. Une complainte qui n'est pas exempte de menaces contre l'Église et le roi. Ô très sainte mère l'Église, et vous très noble roi de France, si vous regardiez bien les choses en face, nous croyons que vous apercevriez et que vous verriez par vos yeux le feu bien près de vos demeures qui pourrait bien vous brûler si vous n'y prenez garde. But do you see that? Fire is catching. And if we burn, you burn with us. Coucou, Il y a ça une coutume qui veut que certains événements importants dans la vie d'un roi soient suivis d'allégements fiscaux. Ces allégements rendent supportables aux yeux du peuple les dépenses excessives des dirigeants. Même cette coutume est bafouée. Le 25 septembre 1386, alors que la reine accouche d'un premier fils, 0 allègement, on ne change rien. Pire, en 1389, pour un événement de grande ampleur, l'entrée de la reine, Isabelle de Bavière, Isabeau de Bavière, du coup. dans Paris. Là, le petit roi met le paquet. À l'entrée de la ville, on dresse un faux ciel étoilé, où de jeunes enfants habillés en anges récitent des cantiques. Un homme déguisé en ange, qui grâce à des appareils bien conçus, vole des tours de Notre-Dame jusqu'au pont pour poser une couronne de fleurs sur la tête de la reine. Devant le Châtelet, une statue de cerf, de la taille du palais de la Cité, rappelant la vision mystique du roi enfant, entièrement blanc, avec des bois dorés et un homme caché à l'intérieur qui en actionne les yeux, les cornes, la bouche. C'est une fête qui n'est pas seulement totalement cinglée, mais coûteuse. Mhm. Le peuple attend un petit quelque chose lui aussi. Oui, surtout qu'il vient de raquer sa mère pour avoir le privilège de ne pas être... pour être encore vivant, finalement. Voilà, donc... c'est... Donc, d'un côté, on demande de raquer sa mère. De l'autre, il faut organiser une fête pour, justement, la mère du petit roi. Donc, ça commence à prendre les petites gens, hein, la population, de tous les côtés. Voilà, ça ne fait que faire gronder la colère populaire. Va être déçu. Comme l'écrit Jean Juvénal des Ursins, la population espérait qu'à l'occasion de la venue de la reine et de son couronnement, elle bénéficierait de quelques allègements d'impôts et de taxes. Mais il n'y eut aucune diminution et la gabelle du sel fut même augmentée. La gabelle, c'est justement l'impôt du sel, puisqu'en fait, on ne fait pas que prélever de l'argent, on prélève aussi des biens en nature. Ça peut être de la viande, ça peut être des céréales, ça peut être des bêtes directement, et ça peut être aussi du sel. Il faut savoir que toutes les régions, je dis régions, c'est principalement les provinces du royaume, duché, comté, doivent s'acquitter tous les ans d'une certaine part de gabelle, une quantité de sel à amasser et qui est envoyée à Paris, au roi. Et donc, en fonction des provinces, la quantité de gabelle est estimée en fonction de la difficulté à l'obtenir. Le but, c'est en fait d'acheter du sel pour pouvoir l'envoyer à Paris. Le sel, c'est un peu le sel du sel, ouais. Par exemple, alors j'ai plus les chiffres, mais il me semble que les provinces au centre du royaume avaient un taux de gabelle bien élevé par rapport au reste de la population, et qu'à l'inverse, dans le duché de Bretagne, comme fallait littéralement se baisser et on trouvait du sel, et ben eux n'avaient pas de gabelle à verser. Ils envoyaient directement leur charrette de sel à Paris et c'était réglé. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'en fait, on est dans une France où il n'y a pas encore de notion d'égalité. Les traitements de la population sont différents en fonction de la province dans laquelle on vit. Un habitant de Normandie n'a pas les mêmes privilèges, alors privilèges vite fait, mais surtout les mêmes impositions et devoirs qu'un habitant d'Île-de-France, qu'un habitant de Poitou, qu'un habitant de Provence, qu'un habitant de Bretagne. Voilà, il y a des droits et des obligations spécifiques en fonction des provinces. C'est raide. Dans certaines régions, ça va si loin que les foules quittent carrément le pays. Au Languedoc, par exemple, 40 000 familles fuient suite aux extorsions du duc de Berry. En 1389, Charles VI a 21 ans, ce n'est plus un enfant. Il se rend compte qu'il y a un problème. Il s'en remet alors aux anciens conseillers de son père,
que les oncles avaient évincés lors de leur régence. Ceux qu'on appelle les marmoussés. Marmoussés, un terme péjoratif qu'on a adopté tardivement, extrait de la chronique de Froissart, où il n'apparaît d'ailleurs qu'une fois, et qui désigne initialement des singes ou des statuettes décoratives, mais que des conspirateurs de l'époque utilisent alors pour désigner les conseillers du roi. Ce sont par exemple Jean de Montaigu, qui s'occupe des finances, ou le connétable Olivier de Clisson. Ils n'appartiennent pas à la noblesse de sang. Ils sont partisans d'un État correctement administré, avec une pression fiscale moindre et l'instauration d'un gouvernement central responsable, avec un personnel administratif choisi, sur un critère de compétence, par examen. Bah, dis donc, ils ont le profil idéal, dis donc. Appelez-moi le DRH. Je vous abandonne ici, je m'en vais rejoindre ma Normandie. Ah, bah, bon train, Valérie. Et puis, bah, t'auras la rediff au cas où pour voir la suite. Bah, écoute, c'est bien, ils sont bien ces marmoussés, dis donc. Hein. Appelez-moi le DRH. Le peuple charge des charrettes de sel. Junior a envoyé au roi, finesse. Vous Les faites oncles, rire. est-ce utile de préciser, les détestent. Olivier de Clisson vit place du marché Sainte-Catherine. Le jeudi 13 juin 1392, un noble breton, Pierre de Craon, se jette sur lui pour le tuer. Il le laisse pour mort. Mais il n'est pas mort, Clisson. C'est ballot. Pierre de Craon va alors se réfugier chez le duc de Bretagne, Jean IV. Et le roi décide de lui donner une punition exemplaire. Alors le 5 août 1392, dans la forêt du Mans, alors que notre petit César de Wish part remonter les bretelles de Jean IV, c'est une nouvelle rencontre mystérieuse. Mais ce n'est pas un cerf qu'il voit cette fois. C'est un homme au visage défiguré qui sort du bois et se met en travers de la route. Le religieux de Saint-Denis, qui était présent, dit de lui qu'il était repoussant. Froissart, qui n'était pas présent, ajoute qu'il était nu-tête, pieds nus et vêtu d'une cotte de bure blanche. Au roi, il lance un avertissement. Ne va pas plus loin, noble roi, car tu es trahi, selon le religieux de Saint-Denis. Mhm. Roi, ne chevauche pas plus avant, mais retourne, car tu es trahi, selon Froissart. A man comes out of the blue like that, starts screaming at you like a crazy person and harassing my daughter. You all right, honey? Dad, are you all right? Et quelques heures plus tard, Mhm. alors qu'un page s'endort sur son cheval et laisse tomber sa lance sur le casque d'un autre, Charles est pris d'une crise maniaque et se met à taper dans le tas. Résultat Ah bah des oui. courses, Bah oui. il embroche 4 des siens et rate même de peu son propre frère, Louis. Un de ses chambellans le ceinture comme un forcené. Il perd connaissance. On le ramène à la maison, on le met au lit. Il reste inconscient pendant 2 jours. Puis il se rétablit, lentement. Les tontons de Bourgogne et du Berry profitent de ce temps de rétablissement pour dissoudre le conseil des marmoussés. On remet une pièce dans la machine. Le jeune roi adore les fêtes. Alors on va le distraire par des fêtes. Et 6 mois plus tard, alors que le petit Charles va un peu mieux, c'est le fameux bal des Ardents dans l'hôtel Saint-Paul, le 28 janvier 1393. Grand malheur. Alors, il n'y a pas d'empoisonnement. Hein. Mais vous allez voir, ça finit mal quand même, mais pas d'empoisonnement. Le bal des Ardents, c'était initialement une fête donnée en l'honneur d'une des demoiselles d'honneur de sa femme, Isabelle de Bavière. Isabeau. Une certaine Catherine, qui se marie pour la 3e fois. On en profite pour faire un gigantesque bal masqué qui puisse Oh ouais. distraire le roi. Un charivari. C'est l'occasion rêvée de changer de partenaire. À l'instigation de son copain, Hugues de Guizet, Charles et 4 autres de leurs potes décident de faire les zouaves. Ils se déguisent en hommes sauvages, dans des costumes en lin cousus directement sur eux. Ils s'induisent de pois recouverts de plumes et de poils d'étoupe. Alors, pois, pas des petits pois, hein, pas la légumineuse, mais de pois, la matière inflammable qui sert à faire du feu et des explosions. Hein. Voilà. Je dis ça parce que ça va avoir son incidence. Hein. Avec des masques de même matériaux pour dissimuler leurs identités. Pour compléter le tout, ils se lient les uns les autres avec une chaîne. Puis, Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, hein? lorsque les lumières s'éteignent, ils apparaissent et se glissent au milieu des invités, en hurlant comme des loups, lançant des obscénités à la foule et invitant l'audience à tenter de deviner leur identité. Pour faire bref, écrit Juvénal des Ursins, les déguisements prirent feu
Oups. Or, ceux-ci étaient bien cousus et lacés. Oups. Quel malheur de voir ces hommes embrasés, qui, bien qu'enchaînés ensemble, Oups. tentaient de se séparer. Le roi était de ces sauvages. Oups. Voilà. Froissart apporte un autre élément qui explique l'embrasement. Le frère du roi, Louis d'Orléans, aurait pris une torche pour essayer de reconnaître les copains déguisés, et c'est cette torche qui serait à l'origine de l'incendie. Ouais. Il y avait même des théories à l'époque, bon, elles ont été pas démenties, mais mises de côté, qui disaient même que justement, il y a vachement de coïncidences, hein, dis donc. Ah là là, il suffirait d'une étincelle accidentelle ou volontaire. Il y avait des gens qui pensaient pour l'hypothèse de l'étincelle volontaire. Or, ça a été mis de côté pour privilégier la thèse de l'accident, mais ça admettrait quand même que les circonstances, en de pareilles circonstances, on pourrait se dire, bon, bah, c'est l'occasion rêvée. Il y en a qui ont planifié des complots bien plus compliqués et qui auraient rêvé d'avoir une telle occasion. Ah oui, non, mais c'est des sacrés débiles, hein. Oh là là. C'est littéralement, tu te couvres d'huile dans une fête où il y a des bougies de partout, c'est que tu veux littéralement clamser, hein. Littéralement, je vois pas d'autre solution. C'est que tu es suicidaire. En plus, tu balances des obscénités à la foule. Bravo. Les dames de la cour qui se sont fait insulter leur maman, merci. Voilà. Par le roi de France en plus, hein. Donc tu peux même pas répliquer et demander des excuses parce que c'est le roi de France. Donc tu es censé dire oui, oui messire, oui votre majesté. Donc voilà, bah, d'un coup tout s'enflamme, hein. C'est -1 pour Charles, qui survit. Et l'un d'entre eux, Augien de Nantouillet, réussit à se libérer de sa chaîne et plonger dans un cuvier servant à rincer les tasses. Mais les 4 autres amis du roi se transforment en torches vivantes. Le premier meurt sur place, les 2 suivants après avoir agonisé 2 jours durant. Le dernier, Hugues de Guizet, l'instigateur, survit un jour de plus en maudissant et insultant ses camarades, les morts comme les vivants, jusqu'à son dernier souffle, Roi écrit compris. le religieux de Saint-Denis. Au sortir de ce bal, nouvelle crise. Charles s'enfonce dans le silence. 4 mois plus tard, il se réveille, mais il ne se reconnaît plus. Il croit qu'il s'appelle Georges et qu'il n'a jamais été roi. Il ne reconnaît ni sa femme Isabelle, ni son frère Louis. La seule personne qu'il supporte encore, c'est la femme de son frère. En gros, pour ceux qui ne voient pas où est-ce qu'on va, Charles VI, il a chopé la cerise. Il est pris d'accès de folie régulièrement. Et ça va aller en s'empirant, en fait. Il commence par buter des gens, il finit par plus se reconnaître, à plus vouloir voir personne. De mémoire, il y a aussi une histoire de troubles alimentaires aussi, comme quoi soit il va plus rien manger, soit il va alors se faire péter le bide. Euh, voilà, donc il va devenir un roi fou. Le roi fou, d'ailleurs, qu'on connaît dans notre histoire de France, c'est Charles VI. Valentina Visconti, la demi-sœur du duc de Milan. Elle est notoirement très intelligente, cultivée, littéraire comme son mari. Mais elle vient de Lombardie, où, paraît-il, plus que partout ailleurs, on userait de poison et de sortilèges. Et son père a lui aussi une réputation d'empoisonneur. Froissart écrit donc dans sa chronique « Il courait sur elle le scandale général et la croyance que toutes les infirmités que le roi avait eues et avait encore, sur lesquelles nul médecin ne pouvait conseiller, venaient d'elle, par César et ses sorts. » Ah là Pour là éviter là le là. scandale, la pauvre Valentina se voit obligée de quitter Paris. La reine, Isabelle de Bavière, elle, Isabeau. se terre dans l'hôtel Barbette. L'état altéré du roi n'arrange rien à l'opposition entre marmousset et seigneur, mais elle fait surtout apparaître un new player in town. Je tiens à préciser, on est toujours en guerre. On est toujours en guerre contre l'Angleterre. L'Angleterre qui continue de faire ses raids en Guyenne, en Normandie, qui s'y met même en Flandre aussi, puisque ça a été pendant un temps une possession anglaise. On est toujours en guerre. Et le roi devient fou. Je précise, hein. Son frère, Louis d'Orléans, c'est le candidat à la régence, susceptible d'exercer le pouvoir jusqu'à ce que le dauphin soit en âge de reprendre le titre. Alors, le dauphin, j'espère que vous imaginez pas que c'est flipper, hein. Le dauphin, c'est comme ça qu'on appelle l'héritier de la couronne de France, spécifiquement. N'importe où ailleurs, ce sera l'héritier, le prince. En France, l'héritier de la couronne, c'est le dauphin. Pourquoi le dauphin ? Petit aparté, dans le royaume de France, il y a une province qui s'appelle
Tout à fait, la dauphine à Miss France, voilà, c'est une tradition qui est restée. Dans le royaume de France, il y a une province qu'on appelle le Dauphiné du Viennois, qui était un duché, heu, dirigé donc par le dauphin. Le dauphin de Viennois, c'était le dirigeant de la région, du Viennois, qui aujourd'hui, grosso modo, où est-ce que en gros, ce serait, pas loin de la Provence. Heu, hop, je vais essayer de vous retrouver ça, hop. On est où? Bah, grosso modo, c'est la région de Provence, heu, qui va de, heu, qui va de Marseille, donc de tout le sud, toute la côte sud de Provence et qui monte jusqu'au duché de Bourgogne. Heu, donc grosso modo, bah, il y a Lienne, Vienne, Lyon et cetera. Voilà, donc c'est cette région-là, le Dauphiné de Viennois. Le Dauphiné de Viennois n'a pas été conquis par la force des armes, mais par une alliance dynastique entre le roi de France, alors je me souviens plus de qui, hein, ça fait un moment déjà, et le dauphin du coup, de Viennois. Et dans cette alliance dynastique, était, prévu que pour que le Dauphiné soit rattaché à la France, et bien du coup, à titre d'hommage pour la région, le premier-né héritier du royaume de France porterait le titre de dauphin en guise de reconnaissance de l'ajout du Dauphiné de Viennois dans le royaume de France. Et donc c'est depuis cet ajout au royaume que l'héritier de France s'appelle le dauphin. Voilà. Donc, rien à voir avec, oui, voilà, rien à voir avec l'animal horrible. Oups, attendez. Or, Louis n'est pas du tout sur la même ligne que ses oncles. C'est le moins qu'on puisse dire. En particulier la ligne du tonton de Bourgogne, Philippe, le duc le plus puissant et le plus riche. Le plus puissant et le À cette époque-là, effectivement, c'est le duché de Bourgogne qui est une très vaste entité territoriale, qui va justement du Dauphiné de Viennois, donc au-dessus de Lyon, pratiquement jusqu'à la Flandre. Donc un peu, on pourrait dire, Luxembourg, Belgique actuelle. Donc c'est une immense province territoriale, à cheval entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique, qui est devenue, par des alliances et par des nœuds commerciaux, la province la plus riche de France. Ce titre, auparavant, et là, je suis obligé de faire un petit peu de chauvinisme, était détenu par le duché de Normandie. Avant que la Bourgogne ne ravisse ce titre-là, c'était la Normandie qui, pendant pratiquement 400 ans, était la province slash duché la plus riche de l'ensemble du royaume et qui faisait que le duc de Normandie était alors le puissant, enfin le vassal le plus puissant parmi tous les puissants, à tel point que justement, il en était même plus puissant, ce qui a notamment fait que Guillaume le Conquérant a pu partir à la conquête de l'Angleterre. Voilà. Mais du coup, c'est la Normandie qui était la province la plus puissante de tout le royaume de France, plus puissante même que le domaine royal d'alors et que même l'ensemble des autres vassaux. La Normandie, si elle voulait, aurait pu rouler sur l'ensemble du monde. Mais elle ne l'a pas fait, elle a préféré rouler sur la mer de Manche pour aller envahir l'Angleterre. Voilà. Ce qui donnera par la suite la dynastie des Plantagenets et donc la guerre de 100 ans. On a les guerres qu'on mérite. plus riche parce qu'il possède désormais la Flandre, productrice de tissus. Philippe de Bourgogne ne va pas tarder à mourir le 27 avril 1404, mais ce sera pire. Parce que deux fortes personnalités vont alors s'opposer. Louis d'Orléans et le fils du duc de Bourgogne, maintenant duc lui-même, Jean, dit Jean sans peur. Ils ne peuvent pas se supporter et Ça se c'est voit, il a peu pas de le peur, dire. Ce sont deux personnalités, deux physiques et deux géopolitiques aux antipodes. Un peu comme Villepin et Sarkozy. Oui, c'est anachronique. Je m'attendais pas à une telle comparaison. Mais maintenant qu'il vient de la citer, bah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous étiez très beau, vous, en sortant de l'eau. Hein. Vous aurez du Ursula Andress dans le James Bond. Là. Ah, vous connaissez vos classiques, Nicolas. Là où l'autre dieu, là, comment il s'appelle, celui qui est très beau. Adonis. Apollon. Apollon. Louis d'Orléans, c'est le playboy. Classe, cultivé, les portraits qu'on fera de lui seront d'apparence contradictoire.
selon qu'on se situe du côté des Bourguignons ou de leurs opposants. Les Bourguignons l'ont présenté comme un débauché, égoïste et cynique, jouant au dé et cocufiant inlassablement sa femme. Ses partisans le représentent au contraire comme un jeune homme très gentil et très humble. La poétesse Christine de Pisan, dont il est le mécène, par exemple. Il fait preuve dans son discours d'une noblesse et d'une humilité exemplaires, sans jamais se départir de son calme, offrant ainsi un spectacle de toute beauté. Il est bon, il ne croit pas le mal qu'on lui rapporte d'autrui, et surtout, il n'aime pas entendre dire du mal des femmes. Il faut toujours s'interroger sur les raisons qui poussent les auteurs de l'époque à écrire et surtout les liens qu'ils ont sur les personnes pour lesquelles ils ou elles écrivent. Là, on voit clairement que c'est un portrait qui est demandé par ce cher duc, voilà, duc d'Orléans. Mais clairement, on a besoin de passer au-dessus simplement de ce qui est dit, donc passer au-dessus de l'exégèse, donc pour passer dans la vision, pour se dire que tous les écrits qu'on a à disposition ont forcément une vision, servent forcément, si je puis caricaturer, une propagande. Là, on a clairement une propagande armagnac, du côté des armagnacs. Et à l'inverse, le fameux « je suis pas miso, j'aime les femmes ». Comment ça? Mais du coup, on retrouvera une propagande des deux côtés, des deux camps qui se forment entre Bourguignon et Armagnac, qui peuvent pas se blairer déjà et qui vont de moins en moins se blairer jusqu'à prendre les armes les uns contre les autres, je spoil un peu. Mais du coup, les écrits font partie de cette guerre pour savoir qui est le plus digne de soutien entre le duc d'Orléans et le duc de Bourgogne. Voilà. Mais donc, du coup, là, on a clairement le portrait fait côté Armagnac du duc d'Orléans. Donc, un portrait évidemment amélioratif qui ne va que dans un seul sens. On aurait demandé à Christine de Pisan de faire un portrait du duc de Bourgogne. Ça aurait été le dernier des dépravés. Le mec, il pète un miroir juste en se regardant dedans. Voilà. À l'inverse de ce beau duc d'Orléans, voilà, qui aurait fini dans Playboy. Voilà. Et à l'inverse, si on demandait à un partisan bourguignon de faire le portrait des deux ducs, on aurait eu une vision, encore une fois, là complètement retournée. Voilà. Autre trait de personnalité plus étrange, sans doute propagé par les partisans de Jean sans peur. On prétend qu'à l'instar de sa femme, Valentina Visconti, il pratique la sorcellerie pour arriver à ses fins. Voilà, encore une fois, de la propagande. Parce que c'est les Bourguignons, on va lui mettre des petites rumeurs, voilà, de la sorcellerie, voilà. Il connaît une sorcière, donc c'est un sorcier, voilà, il fait de la sorcellerie, il est responsable de tous les malheurs du monde, alors que notre cher duc de Bourgogne, lui est élu par Dieu, voilà. Jean de Bourgogne, lui, est sournois. C'est un affairiste. C'est aussi un très bon communicant, pour ne pas dire un baratineur. Comme son père, il sait parler aux industriels et aux marchands. Il fait également semblant de souscrire aux demandes du peuple et parle sans arrêt de faire diminuer les taxes, même s'il ne se gêne pas pour en profiter lui-même à la première occasion. Je connais Vincent Bolloré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il m'invite, et 20 ans que je refuse. Mais je pense qu'avec tout ce que a subi ma famille, je me devais d'être avec eux le plus tranquille possible. Son nom est déjà une imposture. Jean sans peur s'est contenté de participer à la bataille de Nicopolis le 25 septembre 1396. Une bataille. Vous voyez, regardez. Cavalier d'un côté, archer de l'autre. Alors, c'est pas contre les Anglais, mais ça illustre un petit peu les deux mondes sur la technologie de la guerre qui sont en train de s'opposer. Un monde issu du Moyen-Âge central et qui est maintenant complètement dépassé, le monde de la cavalerie, et de l'autre côté, un monde qui évolue, qui repose sur des archers et qui donc fait un malheur. Voilà. Fruit d'une expédition que son père a intensément financée en faisant douiller ses régions. Les croisés français, menés par Jean, sont allés prêter main forte au roi Sigismond de Hongrie, qui combattait contre les Ottomans en Valachie, mené par le sultan J'ai toujours dit Valachie, moi. Valachie. Attendez, comment ça se prononce? Je veux la prononciation officielle. Hop.
Attendez, on va l'entendre. Hop. Valachie. Hop. Valaki. Ah, ça se dit Valaki. Bah ça, alors, j'apprends quelque chose. Ah ouais, non, moi, j'ai toujours dit Valachie. En même temps, il y a CH, donc on me dit CH, je dis che, mais pas CH, je prononce pas che, hein, voilà. Bajazet. Les Français réclament d'être à l'avant-garde de l'attaque contre les Turcs. Les Hongrois ne sont pas d'accord, ok, mais c'est qui le patron? Les Français attaquent un groupe de fantassins légers. Bien Valachie ne profite jamais. J'applaudis. Ils abattent facilement et croient à la Valaki, du coup. Youpi. Youpi. Et surprise, c'était un piège. Ah, Les janissaires, it's a trap. cavaliers, fantassins et archers d'élite du sultan prennent aussitôt l'armée française en tenaille. Bah oui. Cette dernière succombe sous Bah les oui. flèches de Bajazet. Il est bien connu que la responsabilité de cette défaite des chrétiens et des Français était imputable à l'orgueil des Français qui n'avaient pas voulu écouter le roi de Hongrie. Putain de supériorité française. Et après, ça va donner l'espèce d'accent de supériorité parisien, voilà, où on regarde tout le monde d'en haut. Hein. Je suis Valaki sur mon siège. Allez, faites péter vos blagues sur la Valaki. Une hécatombe. Des 1000 soldats français présents, seuls 28 survivent. Encore sont-ils faits prisonniers et on doit dépenser une blinde pour libérer ce fumiste de gens. 200 000 ducats. Ce qui occasionne évidemment une levée d'impôts extraordinaire. Et pour... Oui, parce que en plus, c'est pas de la trésorerie du duché hein, qu'on sort de quoi libérer le duc. Non, non, c'est les paysans qui raquent pour la rançon. Hein. C'est vrai que j'avais oublié de préciser ça aussi sur les contributions, les impôts et tout. Hein. À chaque fois qu'il faut payer, on pioche jamais dans les caisses du royaume, du comté, du duché ou quoi que ce soit. Non, 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 on va faire raquer les paysans. Hein. Pourtant, sur son chemin, écrit Bertrand Schnerb, il est accueilli en triomphateur et dans un enthousiasme général, tant l'aventure de la croisade reste entourée d'un immense prestige aux yeux de tous. Il est revenu sans plus une troupe, prisonnier, après avoir dépensé un pognon de malade, un pognon de dingue, hein, si vous me passez l'expression, pour libérer certainement lui et ses quelques soldats retenus. Et il est accueilli en héros. C'est vous dire à quel point la croisade, ça rend aveugle... tant ça rayonne de prestige de dire qu'on a été croisé. Ouais, la croisade. La croisade. C'est cette illusion de grandeur avec laquelle Jean sans peur s'est joué, qui pourrait le définir à nos yeux. Cette invraisemblable capacité qu'ont les hommes à aimer entendre qu'ils sont vainqueurs quand ils sont vaincus et puissants lorsqu'ils sont faibles. Personne n'a gagné. On les défend, ils peuvent bien payer. Enfin, là, on les défend, mais on pourrait... Enfin, quand il y aura... Attends, j'arrive pas à lire. Bah, on les défend, ils peuvent bien payer. Enfin, là, on les défend pas, mais on pourrait... Enfin, quand il y aura plus la guerre, quoi. Ouais, d'accord. Make the kingdom of France great again. Louis d'Orléans était fermement opposé à l'envoi de troupes à Nicopolis. Il ne croyait pas à cette croisade contre les Turcs. Ce n'est pas parce que Louis est un islamo-gauchiste ou un wokiste. Non, mais faut le dire! C'est parce qu'il y a alors un vrai danger pour les Français et qu'ils se payent de leur fantasme de croisade au lieu de... Excusez-moi, mais je vais encore citer notre Jupiter suprême. Nous sommes en guerre. Je tiens à le préciser, nous sommes en guerre.